Le 15 janvier dernier, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, remporte les élections avec plus de 72% des voix et s'offre un 7e mandat à la tête du pays. Et ça, après avoir passé plus de 40 ans au pouvoir et alors qu'il a fêté ses 81 ans. Et on pourrait se dire que c'est un cas isolé, mais pas du tout. Sur le continent, c'en est presque banal. De nombreux Africains naissent, grandissent et vieillissent en ayant connu les mêmes présidents, qui lui aussi vieillit à la tête de l'État. Et pourtant, l'Afrique a la population la plus jeune de la planète. Selon les statistiques de l'ONU, plus de 65% de la population africaine a moins de 30 ans. Ce qui fait que, quand on dézoome un peu la situation, le continent le plus jeune est dirigé par les chefs d'État les plus vieux. Une situation qui peut faire sourire, mais qui, quand on se penche sur le sujet, a des conséquences assez terribles sur l'organisation du pouvoir, et donc forcément sur ses citoyens. Dans cette vidéo, je vous propose de répondre à une question qu'on s'est peut-être déjà tous posée. Pourquoi les chefs d'État restent si longtemps au pouvoir en Afrique, mais aussi d'observer les conséquences de systèmes qui s'est, on peut presque le dire, généralisé sur le continent. Sinon, moi c'est Sophia, je suis journaliste et fondatrice de L'Heure africaine, le média qui cherche à rendre l'actualité politique africaine accessible à tous. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bon allez, l'instant autopromo est terminé, on reprend. Si je vous dis Paul Biya, Teodoro Obiang Songo et Denis Sassou Nguesso, à votre avis, qu'est-ce que ces trois hommes ont en commun ? Alors oui, ce sont des chefs d'État africains, mais quoi d'autre ? Eh bien, ils ont tous les trois passé plus de 40 ans au pouvoir, et c'est pas fini puisqu'ils sont encore en exercice. 46 ans pour Basogo, 41 ans cumulés pour Nguesso, et 44 ans pour Paul Biya. Ah oui, et ils ont tous les trois plus de 80 ans, et mention spéciale pour Paul Biya qui lui a fêté ses 92 ans, et actuellement le plus vieux président de la planète en activité. Voilà. Mais avant de parler de comment eux et bien d'autres ont fait pour garder la main si longtemps, prenons le temps de se demander pourquoi. Pourquoi cette volonté de s'accrocher au pouvoir ? Alors, il n'y a pas de réponse absolue, mais l'une des pistes de réflexion peut être l'arrivée des dirigeants à la tête de ces États, qui, dans un contexte de décolonisation, donc dans les années 50-60, se fait de manière hyper descendante. Dans la plupart des cas, on confie le pouvoir aux élites proches des anciennes puissances coloniales, donc la population ne joue pas vraiment de rôle dans ce processus. Ce qui crée d'entrée une séparation entre le pouvoir et les citoyens. Et donc l'organisation politique, donc que ce soit les institutions, mais aussi la vie politique, tout ça suit cette dynamique. On entretient l'idée qu'il y a d'un côté, cette élite, cette petite classe qui est là pour rester, et de l'autre côté, le reste de la population qui est là pour être dirigée. Ce contexte particulier, qui est la période d'indépendance, nourrit chez les leaders politiques l'idée qu'ils incarnent ce rôle de sauveur du peuple, maintenant libéré de ses chaînes, et qui a besoin d'un leader fort, donc avec du pouvoir et avec assez de temps pour pouvoir l'exercer comme il le veut. Et il y a un autre point à pas oublier, rester chef d'État, c'est la garantie d'être constamment protégé, d'esquiver les poursuites judiciaires, les extraditions, etc. Bref, ça donne une sacrée sécurité. Tout ça pour dire que quand on accède à ce rang de dirigeant, non seulement on n'a pas envie de le lâcher, mais ça semble presque illogique de le faire en fait. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui permet à ces hommes, et donc parfois ces femmes, de rester si longtemps au pouvoir ? Déjà, on a la manipulation des outils politiques, comme les lois. Par exemple, faire changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. On l'a vu avec Museveni, le président de l'Ouganda, qui en 2005 a fait changer la constitution pour faire péter le verrou qui limitait le nombre maximum de mandats qu'on pouvait faire. Et il l'a encore fait en 2018 pour cette fois-ci supprimer la limite d'âge. Et ce genre d'actions, elles se sont multipliées ces dernières années. Rien que l'année 2025, elles ont eu lieu en Guinée, au Tchad. Et en fait, c'est plutôt facile à faire puisque les institutions censées garantir une forme de séparation, d'équilibre des pouvoirs, sont en fait contrôlées par les chefs d'État ou leurs partis. Prenons l'exemple du Tchad, où le changement de constitution a été soumis au vote à l'Assemblée. Mais la majeure partie des votants étaient soit membres du parti, soit proches du parti. En fait, c'est ça le point clé. Dans ces pays, le clientélisme ou la corruption est omniprésente dans le système politique. Faire passer des réformes avantageuses ou arranger les élections, ça devient carrément accessible. Et là, vous allez me dire, non mais attends, c'est quand même des démocraties, il y a plusieurs partis politiques, il y a des campagnes électorales libres, et puis surtout, il y a des élections qui sont organisées. Alors oui, c'est vrai, mais les dirigeants ont un deuxième outil super efficace pour non seulement garder ce maintien du pouvoir, mais aussi pour le légitimer. La marginalisation ou l'effacement de l'opposition. Certains dirigeants utilisent des institutions censées être indépendantes, type commission électorale, mais sur lesquelles ils ont tout pouvoir pour rendre inéligibles des candidats qui seraient susceptibles de prendre leur place. Soit en faisant invalider leur candidature grâce à un vice administratif, ou en faisant tomber des condamnations pénales sur les figures de l'opposition, ce qui automatiquement les rend inéligibles. Certains sont même emprisonnés ou poussés à l'exil. Les élections ont quand même lieu, mais avec des opposants moins populaires, ce qui fait qu'ils se positionnent comme étant les seuls candidats assez fédérateurs, assez crédibles pour être élus. Alors attention, je ne dis pas que ça se fait systématiquement, et puis souvent c'est assez difficile à prouver. Je dis seulement que ça fait partie de ce système de maintien au pouvoir. Vous l'aurez compris, cette stratégie ne date pas d'hier et elle est extrêmement efficace, surtout quand le gros de la population vit très très loin des espaces de pouvoir et dans des conditions parfois très rudes.
Mais on va le voir, aussi efficace soit-il, ce système a de très sérieuses conséquences sur l'évolution des pays. Donc déjà, ça ouvre la porte au népotisme, donc ça c'est le fait de favoriser ses proches, et notamment sa famille. Et aussi ça transforme des présidences en dynasties. On a l'exemple du Togo avec Faure Gnassingbé qui succède à son père en 2005, ou encore du Tchad avec Mahamat Idriss Déby qui est parachuté au pouvoir suite à la mort de son père en 2019. Et au-delà du caractère injuste et pas démocratique, il y a bien évidemment des conséquences très concrètes sur le développement des pays. Parce que d'avoir les mêmes chefs d'État pendant aussi longtemps, ça empêche le renouvellement de la classe politique, donc des députés, des ministres, tout cela, ils bougent pas plus que ça. Ce qui veut dire que la manière de diriger ne change pas non plus. Par exemple, les chefs d'État qui ont hérité de relations postcoloniales où les anciennes puissances occidentales étaient toujours assez présentes dans leurs affaires, il y a de grandes chances que ces liens-là n'aient pas beaucoup changé. Et ça, même si ça désavantage et appauvrit la population. Et ce manque de renouveau, ça veut aussi dire peu de nouvelles idées, d'innovation, de nouvelles perspectives. Et cette forme d'immobilisme, pour le développement d'un pays, que ce soit sur le plan social ou de la croissance économique, c'est clairement un frein. Selon l'indice Transparency International, la corruption, qui a un lien direct avec cet immobilisme dont on parle, coûterait à l'Afrique 25% de sa richesse chaque année. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce manque d'alternance politique dissuaderait les gros investissements dans certains pays, ainsi que les initiatives de création d'entreprises. En parallèle à tout ça, le chômage des jeunes explose. En Afrique du Sud, il atteint les 60%, alors que c'est la force vive du continent. En fait, tout ça installe une vraie fracture, presque sociétale, parce que d'un côté, t'as des dirigeants âgés, voire très âgés, qui sont souvent dépassés, déconnectés, et c'est normal, qui du coup font des choix et décident pour l'avenir d'une société de plus en plus jeune et dynamique, mais loin des espaces de pouvoir. En fait, les politiques ne sont plus et ne peuvent plus être pensées en phase avec les attentes et les besoins de cette nouvelle population. Et cette situation, c'est un terreau pour la montée des coups d'État sur le continent. La population finit par en avoir marre des abus de pouvoir et devient de plus en plus favorable à des changements par la force. Ok, et maintenant qu'on a dit ça, l'Afrique est-elle condamnée à être le continent des vieux dirigeants qui veulent pas lâcher le pouvoir ? Alors, même si juste avant j'ai cité pas mal d'exemples récents, on observe tout de même un changement de dynamique sur le continent. À l'ère des réseaux sociaux et de l'accès à Internet généralisé, cette jeunesse africaine est de mieux en mieux informée et tend de plus en plus à s'exprimer. Et n'a pas peur d'exiger que ses attentes et sa vision soient davantage prises en compte dans les décisions politiques. Et c'est même plus que ça, elle cherche maintenant à devenir actrice de ces changements. On l'a vu avec ces manifestations massives de jeunes en 2025, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et même en Tanzanie où les répressions ont été particulièrement violentes, mais aussi avec l'émergence du mouvement Gen Z pour Génération Z, né après 1997, qui s'est développé au Kenya, aussi à Madagascar ou encore au Maroc, et qui ont, grâce aux réseaux sociaux, réussi à porter leur message bien au-delà des frontières de leur pays. Alors je vous l'accorde, ces mouvements n'ont pas mené à des changements de chef d'État, mais ils sont la preuve que cette force vive ne sera plus attentiste face au choix de la caste politique vieillissante. Et ça pose les bases d'un changement profond. Reste à voir dans quelle mesure se fera ce changement et s'il arrivera à s'accorder avec les nombreux enjeux auxquels le continent va devoir faire face dans les années à venir. Mais bon, ça seul le temps nous le dira. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, parce que c'est ça qui va permettre le développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.